Ok, d'accord. Première diapo de... hop, donc on va remonter un peu plus au niveau supraclave. Donc là, c'est bon? Du début du bloc supraclave, diapo comparaison bis bloc sur la fonction diaphragmatique. D'accord, très bien. Ok, bon, on remonte encore alors. Donc, là, ok. Donc là, il y avait les études à propos de comparaison du bis et après du bloc du tronc supérieur et du supraclave par rapport au bis. Donc il y avait ces deux études en anesthésologie. Je crois que c'est bon pour vous ou pas? Ok, très bien. Donc, il y a eu ces deux études qui ont été faites, une étude randomisée et contrôlée et une étude simple. On va dire ça, c'est l'étude simple, comparant le bloc interscalénique avec le bloc du tronc supérieur. Donc, il n'y avait pas de différence d'analgésie, donc ce n'était pas une efficacité moindre, mais par contre, il y avait une meilleure, on va dire, euh, un avantage sur la paralysie du nerf phrénique et donc moins de paralysie diaphragmatique. Et l'autre étude, donc concernant le bloc aussi du tronc supérieur, et donc là, vous n'avez plus le son. Moi, j'ai le son. Est-ce que tout le monde a le son ou pas? Oui, c'est bon. Ok, très bien. Et donc cette étude, c'était une étude randomisée comparée et randomisée contrôlée, pardon. Et aussi, ça a mis qu'il y avait aussi le même bénéfice de l'analgésie avec moins d'effets secondaires au niveau paralysie diaphragmatique. Donc le bloc supraclave, donc on est descendu en bas. Et donc là, on se retrouve au niveau des troncs. Donc je vais essayer de faire un peu rapide. Donc les troncs supérieurs, moyens, inférieurs. Donc c'est 5, c'est 6, c'est 7 et c'est 8, T1. Et donc là, on voit le nerf suprascape qui est constant ici, mais on ne sait pas à quel niveau il va se séparer de ce tronc. Donc il y a un risque qu'il se sépare assez tôt et qu'on ne puisse pas l'attraper en faisant notre bloc supraclaviculaire. D'où le risque d'échec de ce bloc supraclaviculaire, j'ai mis point d'interrogation au niveau de l'épaule, si on n'arrive pas à bien infiltrer ce nerf suprascapulaire. Pardon. Donc, pour faire un bloc supraclaviculaire, donc décubitus dorsal normal, on fait dans le plan et pas hors du plan, car il faut bien contrôler notre aiguille. C'est un bloc qui est assez avancé, on va dire, par rapport aux autres blocs. Il y a beaucoup de structures artérielles majeures, dont l'artère supraclave, oui, ou sous-clavière, et d'autres artères qu'on va voir après. Et il y a beaucoup de risques de pneumothorax, comme de plaies nerveuses aussi. Donc, il faut bien maîtriser notre main et comment voir notre pointe. Les indications, à part l'épaule, c'est tout ce qui est humérus, coude, avant-bras et main, comme ça va diffuser de C5 jusqu'à C8T1, et donc assurer cette partie du nerf ulnaire qui n'était pas prise ou parfois pas prise par le bis, et donc permettre de faire toutes ces chirurgies avec moins de mobilisation du membre et plus facile d'accès. Donc, comme on a dit, c'est un bloc qui se fait à petite profondeur, on va dire 3-4 cm grosso modo, pas plus que ça. Chez les obèses, ça peut coincer, donc on peut ne pas pouvoir le faire. Et on utilise toujours une aiguille, on va dire, courte. Avant, il y avait les 25 et les 35. Moi, je vous conseille 35, 40 ou bien les 50, comme pour le bis tout à l'heure. Donc, le bis et le supraclave, c'est des 50. Avec pour mise de cathéter aussi, c'est suffisant. On n'a pas besoin de 8 cm car ça va nous gêner pour la manipulation et ça risque de pénétrer plus profondément si on ne maîtrise pas bien notre aiguille. On part au niveau thoracique. Par rapport au volume, on va dire assez loin
du nerf phrénique, on est assez bas, on va dire, on peut se permettre, et il y a plusieurs troncs à innerver, donc beaucoup de densité nerveuse, de faire un volume de 15 à 20 millilitres de Ropi sur 0,375, limite 0,5% ou bien de la 0,2%. Donc, une clé majeure pour le bon fonctionnement et l'astuce majeure, c'est cette première cote qui est là. Donc, ça, c'est latéral médial, ça, c'est médial latéral. C'est des images inversées par rapport là et là. Et donc, de pouvoir basculer cette artère au niveau de la première cote pour avoir la protection de l'aiguille quand on va pénétrer comme ça dans le plan et venir dans cette zone qui est dans le zone du coin pour pouvoir infiltrer tout ce plexus brachial, soit juste ici et mettre les 15-20 millilitres qui vont diffuser vers le haut, soit faire 2 injections, une en bas et une en haut à travers, en ayant en tête qu'il ne faut pas trop charcuter à l'intérieur pour éviter de faire des paresthésies et des dégâts des racines pour après. Et donc, comme on a dit, on bascule et on fait notre injection. L'important aussi, là, c'est la répartition. Donc, on voit dans 75-80% des cas, ils sont en latéral, dans un angle 45 à 50 degrés, fait par la première côte et l'artère. Donc, le plexus brachial, il est là, et rarement, il va se diffuser aux alentours de l'artère, d'où on aura parfois besoin de faire une injection un peu plus lointaine, plus haute. Donc, ça, c'est la ligne pleurale, d'où l'importance de pouvoir avoir cette sécurité, on va dire, de la première côte. Si on n'arrive pas à bien visualiser notre bout, que ça tombe sur un os, que voilà, on est sur la première côte, on se retire et on réoriente. Donc, ça, c'est pour le repérage et la répartition voilà, anatomique. Par contre, par rapport à l'artère, ce n'est pas la seule artère qui est dans cette région. Il y a aussi l'autre artère qui est une artère dorsale de la scapula, qui est une artère très importante, très grande, qui prend naissance parfois à l'intérieur de ces troncs, issus de l'artère supraclaviculaire. Et une autre petite artériole aussi, c'est la transverse cervicale. D'où le choix du plan et notre champ de vision, il doit être stratégique et bien adapté. Il faut faire une bonne circulation de la sonde, une bonne diffusion pour s'assurer de la sono-anatomie, contrôler bien l'aiguille et injecter voilà, là où il faut. Donc là, c'est le Doppler, ou même simplement, on voit qu'il y a l'artère. Là, c'est notre plexus brachial qui est coupé en deux entre tronc supérieur, médian, moyen et inférieur par cette artère dorsale de la scapula qui est assez dense. D'où, là, il faut éviter, surtout que l'artère, elle est en bas. Donc la plèvre, elle est à peu près là. Donc il faut redescendre et rebasculer cette artère au niveau de la première côte et on pourra ainsi éviter ça. Si l'artère, elle est toujours en bas, à ce moment-là, on ne peut pas faire un bloc supraclaviculaire car ça va nous bloquer et il y aura beaucoup de toxicité. Notre étude, elle a comparé un abord supraclave par rapport à l'abord interscalonique et une injection au niveau suprascapulaire simple. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 2018. Donc, ils ont pris 188 patients, 189 patients, pardon. Et donc, ils ont pu comparer si c'est la qualité d'analgésie après et la qualité de la fonction pulmonaire et l'atteinte phrénique ou diaphragmatique. Donc, ils ont trouvé ici que par rapport au BIS, c'est le suprascap et non pas le supraclave qui a des niveaux d'analgésie comparables par rapport au BIS, donc au BIS normal. Et les risques d'échec de ce supraclave, probablement, c'est que la partie suprascapulaire, elle était trop rapidement, on va dire, sortie de la racine C5, je vais vous montrer dans la vidéo, et que ça n'a pas été prise par l'abord supraclave en soi, et donc ça n'a pas été infiltré. Donc là, c'est la vidéo. Donc, plan médian latéral, ça c'est le plexus brachial, là, ça c'est l'artère. Donc là, on va voir C5 et C6, et là, il y a un tout petit nerf. Et ce petit nerf, c'est probablement le nerf suprascap, qui est assez bas ici, heureusement, donc ça c'est la première cote. Donc on le retrouve au niveau supraclave. Il est déjà identifié, distingué, mais il est là. Parfois, on n'arrive pas à le distinguer car il est déjà sorti de C5, il est là, à ce niveau-là. Il est déjà parti pour partir faire le tour du muscle omohyoïdien et arriver au niveau de l'épaule. Et donc, il se peut qu'en l'injectant, et lui, il est déjà là, ben, ça ne l'infiltre pas. Et donc, il y a 70%
de la partie de l'épaule, entre articulation, muscle et tout, qui ne sont pas infiltrés. D'où la source d'échec. Donc là, on peut l'identifier. Donc, il rejoint la racine C5. Là, on remonte dans les défilés interscaléniques entre les muscles scalène moyen et scalène antérieur. Là, on voit, voilà, là, c'est la trapézie transverse. Donc là, c'est C7, une seule. Donc, C6 et C5. Donc, en redescendant, C5 et C6, elles vont commencer à, on va dire, à se rejoindre à ce niveau-là, en tronc, on va dire. Donc là, C7, elle est partie. Là, on est entre le défilé interscalénique et avant d'arriver à l'abord supraclave. Et donc, on a toujours le muscle scalénique. Et donc, on peut venir pour faire ce bloc, on va dire, du tronc supérieur ici à ce niveau. Le nerf suprascapulaire, il n'est pas encore bifurqué. Et le nerf phrénique, il est probablement là. Donc, si on vient ici à côté de 600, ça va tirer trop bas. À côté de C6 et 5, injecter notre dose de 10 ml avec pas de cathéter, mais bon, 5-10 ml ici ou 15 ml. On pourra assurer une bonne analgésie de l'épaule avec moins de risque. Bon, il faut diminuer le volume pour aussi que ça ne diffuse pas pour le haut. Donc, 10 ml, ça devrait être suffisant à ce niveau-là. Après, on redescend. Donc, on redécouvre cette qui va venir ici avec, donc ça c'est le tronc supérieur, ça c'est le tronc moyen, elle est là, et c'est 8 et 1 qui sont là en bas. Donc en reposant sur la première côte, on fait un coup de Doppler. Bon, il n'y a pas l'artère dorsale de la scapula, donc on est tranquille pour venir de latéral en médial avec notre technique dans le plan, avec notre aiguille, et venir commencer à injecter l'analgésie à ce niveau-là. Donc on aura le supraclave, et l'analgésie de l'épaule, car on a vu que le suprascape, il n'est pas très loin. Par contre, si on arrive à identifier qu'il est parti déjà un peu plus haut, injecter à ce niveau-là, juste pour l'épaule en soi, ça ne va pas grand-chose servir. Donc, il faut remonter et faire probablement un bloc du tronc supérieur si ce n'est pas un bis classique. Donc, voilà, là, il y a trois injections à différents niveaux. Donc, quand on arrive là, on commence à faire de l'hydrolocalisation. On s'approche tout doucement. On a toujours voilà, le plan, on a notre pointe, on s'approche pour venir à ce niveau-là, dans le coin, entre l'artère et le tronc inférieur. Et voilà, et on va pouvoir disséquer ici. Donc, passons pour pouvoir rattraper un peu la part du temps au bloc disto. Les deux nerfs distaux, comme on a dit dans cet éditorial, est-ce qu'il faut raffiner le bloc interscalénique? C'est le nerf suprascape et le nerf axillaire. Et donc, le nerf suprascape et le nerf axillaire, en soi, c'est 90% de l'épaule. Donc, une première étude, elle a été faite en 2011, publiée dans le Regional Anesthesia and Pain Management. Et donc, au niveau d'évidence, c'était un 2-3 comment c'était coté, on va dire, les critères. Donc, il disait qu'un bloc du nerf suprascape avec un bloc axillaire, il peut être suffisant pour une arthroscopie simple, pour l'épaule. Mais il n'y avait pas d'évidence forte pour le recommander en 1. Donc, c'était un 2-3. Avec le temps, ils ont refait une étude en 2017 et ils ont comparé ce suprascape avec le bloc interscalénique. Donc, ça a été publié en 2017 dans Anesthesiology. Donc, ils ont pris une revue de la littérature de 16 études, donc 1152 patients, méta-analyse, et ils ont comparé les deux. Donc, le jugement principal, c'était la consommation de morphine dans les 24 heures. Et la douleur à 1 heure post-intervention H6, H12 et H24. L'évaluation ici, ils ont retrouvé qu'il n'y avait pas de différence, on va dire, significative entre les niveaux d'analgésie entre ces deux blocs. Donc à H24, on va dire, il était un peu comparable. Par contre, avec le bis simple, au niveau du post-opératoire immédiat, on va dire dans la salle de réveil, car ça diffuse sur les différents nerfs par rapport à un seul nerf qui a été injecté. Donc, il donnait une meilleure analgésie. Mais après H24, il y avait aussi plus de différence. Mais par contre, il y avait moins d'atteinte du nerf phrénique et moins de paralysie diaphragmatique. Et donc, on retiendra ces indications de faire des nerfs distaux simples, on va dire, chez les patients à risque. Donc,
les obèses, insuffisance respiratoire, les emphysémateux, voilà, les patients avec le syndrome d'apnée de sommeil. Donc, ces patients-là, ils pourraient bénéficier d'analgésie, on va dire, distale au niveau du nerf suprascape et du nerf axillaire et avoir une analgésie de 90% de cette articulation. Donc là, c'est le bloc disto. Donc, pour le bloc axillaire, donc on revient au niveau du col chirurgical. Donc, ça, c'est l'épaule. Ici, ça, c'est la tête. Donc, au niveau du col chirurgical de l'épaule. Et on va venir injecter à côté de l'artère axillaire. Donc, on va identifier. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Par rapport au suprascape, initialement décrit par abord de la capsule supraépineuse, mais après, on trouve que par avoir sous-clave, comme je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo d'un bloc supraclaviculaire, on réussit à l'identifier mieux. Donc là, dans la région susclaviculaire, sous le muscle homoïdien, il est plus superficiel ce nerf par rapport à la fosse épineuse et il est visible dans 81% des cas. Par rapport à là-bas, la visibilité, c'est à 36% des cas. Et il est plus profond, à peu près à 3,5 cm, alors que là, moins d'un centimètre, on arrive à l'identifier. Donc là, c'est la voie antérieure, comme pour un bloc supraclave, mais on tourne un peu, on va dire, notre écho pour repérer ce muscle, le muscle homoïdien avec l'artère supraclave. Et en dessous, ça c'est latéral, ça c'est médian, en dessous, il y a tout ce plexus brachial. Et déjà, lui, il est parti, comme tout à l'heure, je vous ai montré, de la racine C5, il est en train de se balader en dessous de ce muscle. Donc on arrive facilement à l'identifier ici, à pouvoir injecter en face de lui notre anesthésie locale et le bloquer par rapport à cet abord où vous allez avoir, donc là, c'est une personne qui, on va dire, maigre, mince, on n'a pas beaucoup de couches, mais s'il y a plus de couches, là, on est à 3,5, on peut arriver facilement à 4, on ne peut pas l'identifier. Donc, ça va être plus profond et plus difficile à aborder, on va dire, surtout qu'on va se retrouver à côté d'une artère. Et le bloc du nerf axillaire, donc ça, c'est la position de l'écho avec tous les muscles. Et quand on va repérer dans la jonction entre les muscles deltoïdes et le petit rond, on va avoir cette artère circonflexe ou artère axillaire. À côté d'elle, ben, il y aura le nerf. Donc, il suffit de se guider à côté de cette artère, de balancer notre sauce. Et ça devrait être bon. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les cathéters. Donc, est-ce que ça sert? Oui, ça sert. Donc, depuis longtemps, en 2006, il y avait déjà la recommandation que pour faire tout ce qui est comme chirurgie de l'épaule, les arthroplasties, les prothèses, tout ce que vous voulez, comme chirurgie à ciel ouvert ou bien en orthoscopie douloureuse, ben, c'était soit un bloc paravertébral cervical, excusez-moi, qu'on ne fait plus, soit un bloc, voilà, de interscalenic block, donc un bloc interscalenique. Et une revue de tous ces blocs qui a été publiée en anesthésie analgésie en 2011 a retrouvé que pour tout ce qui est épaule et humérus proximal, donc terre supérieure, ben, l'interscalénique, pour l'instant, le BIS et le cathéter là-bas, il reste le gold standard, mais il y a d'autres possibilités à faire. Mais voilà, il reste le bloc avec le plus d'études concernant la mise à ce niveau-là d'un cathéter pour les chirurgies qui sont trop douloureuses. Récemment, il y a une aussi, on va dire récemment en 2017, une équipe suisse par Eric Albrecht et une équipe canadienne, ils ont fait la comparaison pour ce cathéter. Donc, nous, en général, on vient au niveau C5, C6 et on met notre cathéter. Donc, forcément, on va dire qu'il y aura une atteinte du nerf phrénique et une paralysie diaphragmatique. Mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer en soi cette technique? Donc, ils ont comparé dans une étude randomisée contrôlée deux groupes de patients, je crois 60 et 60, si je ne me trompe pas. 70 patients, voilà, au total, donc 35 et 35, pour avoir un cathéter. Et donc, dans le premier groupe, ils se sont mis très proche des nerfs, donc on va dire intrafacial. Et dans l'autre abord, c'était extrafacial, donc on va dire en dehors du paranerf. Et ils ont remarqué qu'au niveau analgésie, c'était comparable. Par contre, quand on avait mis le cathéter, le plexus brachial, en dehors du plexus brachial, donc en dehors du paranerf, extrafacial, il y avait moins d'incidence de diffusion au niveau du nerf phrénique et donc moins d'incidence de paralysie diaphragmatique et moins d'atteinte respiratoire. Et voilà.
Donc, désolé pour la fin, pour avoir un peu accéléré, mais pour pouvoir aussi qu'on vous puissiez continuer et qu'on puisse discuter un peu de vos questions. Donc, quelle est la place du bloc du plexus cervical dans la chirurgie de l'épaule? Donc, ben, je vous ai montré avant que c'était encore recommandé. Alors, moi, je ne le fais pas et je n'ai jamais vu faire. Donc, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne fais pas, mais c'est comparable, car vous voyez dans la recommandation qu'on fasse l'un ou l'autre, c'est comparable, et on peut avoir une bonne analgésie, donc c'est 5 c 6, donc ça va énerver les nerfs suprascapulaires et les nerfs axillaires, donc si ça diffuse à côté, forcément on aura une bonne analgésie, et même si ça diffuse un peu au niveau de C7 ou bien, donc ça va englober toute l'épaule avec les deux autres nerfs, le long thoracique et le infrascapulaire. Pourquoi une nerf nous échappe avec le bis? Car, tout simplement, car si ça ne va pas diffuser au niveau C8T1, donc je vais remonter un peu au niveau anatomie, tout revient à l'anatomie. Donc, il faut bien connaître votre anatomie pour pouvoir avoir les réponses. Donc là, on vient ici, C8T1, donc inférieur médian, et vous voyez le nerf, il est où? Il est là. Il est issu de C7, C8T1. Donc là, tout en bas. Donc si on va injecter C5, C6, ben, si ça ne va pas diffuser en bas, ben forcément le nerf ulnaire il ne va pas être atteint. D'où, si on veut atteindre, comme on a dit, le nerf ulnaire, il faut injecter en dessous de C6, proche de C7, pour assurer que cette diffusion elle va tomber en bas. Sinon, en abord supraclaviculaire, on va infiltrer le tronc inférieur surtout, et on va récupérer ce nerf ulnaire. D'autres questions? Alors, l'intérêt du bloc supraclave par rapport à un bloc suprascape, ben, le bloc suprascape, c'est juste un seul nerf. Donc, 70% de l'épaule, c'est un bloc du nerf distal. Donc, on va venir ici et ça. Donc, l'axillaire, il n'est pas pris. Par contre, quand on va faire le supraclave, on va prendre tous les troncs et donc même parfois les autres nerfs, les autres arborisations, avec le supraclave, ils vont tous être infiltrés. Donc, le nerf axillaire, il va être pris. Par contre, avec un suprascape simple, on prend que ce nerf-là. Donc, il y aura 30% de l'épaule qui n'est pas énervée, qui n'est pas prise, qui n'est pas analgésie. Quelle est l'indication du bloc du nerf axillaire? L'indication, c'est d'améliorer notre analgésie. Par rapport à une comparaison simple où il y aura 70% avec un nerf suprascape tout seul, si on n'arrive pas à l'avoir, il y aura forcément 30% qui n'est pas analgésié. Donc, à ce moment-là, soit on fait un bloc du tronc supérieur, donc on aura C5, C6 forcément, et donc le nerf axillaire, il va être pris. Et donc, à ce moment-là, il y a moins de risque de paralysie phrénique, mais il y aura toujours le risque par rapport à venir juste infiltrer le suprascape seul et le nerf axillaire seul, où là, on est très loin du nerf phrénique, il n'y a presque pas de risque d'avoir une atteinte phrénique et une paralysie diaphragmatique. L'intérêt du BIC, alors le BIC, comme vous voyez, il est là. À ce niveau-là, il va être fait, au niveau des trois faisceaux. Donc, il va être abordé par Claire, mais le BIC, vous voyez que le suprascape, il est déjà loin. Donc, pour l'épaule, il n'y a pas aucun intérêt pour faire pour l'épaule. Pour tout ce qui est humérus tiers distal, tiers moyen, on va dire, et tout ce qui est par rapport à un supraclave, oui, sauf l'épaule, car le suprascapulaire, il ne sera pas pris. Donc, l'axillaire, il va être pris, oui, mais le suprascape, il ne sera pas pris. Donc, pour l'épaule, il y aura échec forcément. Quand je vous ai montré la comparaison dans l'étude entre le bis, le suprascape et le supraclave, où il y avait échec du supraclave par rapport aux deux autres, car effectivement, le suprascape n'était pas pris. Et ça, c'est le défaut du BIC, on va dire, dans ce cas-là. Bon, c'est tout. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée, une bonne chance, voilà, pour après.
Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Oui, Voilà, très bien. Donc je peux commencer, c'est ça, c'est mon tour? Exactement. Désolée pour le retard, on a eu des petits Non, il soucis n'y a pas de techniques souci. je pense que c'est le réseau de l'hôpital qui est un peu instable, donc ça a coupé plusieurs fois la réunion. Très bien. Bon, très bien. Donc c'est parti. Moi, je vais enchaîner et je vais vous parler des blocs ou de l'anesthésie loco-régionale qu'on va réaliser après une chirurgie ou pour l'analgésie après une chirurgie thoracique. Donc, on sait très bien que la chirurgie thoracique est une des chirurgies, surtout avec la thoracotomie, la plus douloureuse. Et donc, ça a des implications, ça va impacter directement la prise en charge post-opératoire. Quand les patients, après une chirurgie thoracique, sont très douloureux, donc on va pas pouvoir, ils vont pas pouvoir respirer profondément, faire de la kinésithérapie respiratoire et vont pas pouvoir tousser, donc ce qui est essentiel après cette chirurgie. Donc ça va favoriser la survenue des complications respiratoires post-opératoires. Les pneumopathies, ça augmente la morbimortalité de cette chirurgie et puis l'allongement de la durée du séjour. On peut dire que dans le cadre de la RAC, de la réhabilitation améliorée après chirurgie, effectivement, l'analgésie va constituer la pierre angulaire de toute cette prise en charge. D'où l'intérêt de connaître cette analgésie multimodale qui est basée sur des antalgiques que vous connaissez tous par voie Péros ou par voie IV, associée effectivement à une chirurgie loco-régionale. Alors, pour parler de l'analgésie, donc, je voudrais bien vous dire deux mots concernant l'anatomie de l'innervation du thorax. Elle n'est pas très compliquée, mais vous allez voir, il y a certaines particularités. Comme par exemple, alors comment on fait tout ça? Donc la partie toute supérieure du thorax est innervée par le nerf supraclaviculaire. Donc vous avez dû les voir dans les différents topos précédents. Donc c'est une innervation, c'est des nerfs qui prennent naissance au niveau du plexus cervical. Donc c'est la partie vraiment au-dessus de la clavicule. Elle est rarement concernée par la chirurgie thoracique, mais sachez qu'il y a des projections douloureuses qui peuvent se faire à ce niveau-là, et donc, mais qui prennent vraiment racine très très haut dans le plexus cervical. Ensuite, quand on va descendre un peu en antérieur et vers la partie profonde du thorax, en gros, il y a les deux gros muscles, le grand et le petit pectoral au niveau de la face antérieure et profonde du thorax. Ces muscles-là sont innervés par le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial. Cette fois-ci, ces muscles prennent racine au niveau du plexus brachial. Donc, vous voyez, ça part de C5 jusqu'à C8 et 1. Et donc, ça concerne la région antérieure et essentiellement musculaire de la partie antérieure du thorax. Un peu plus latéralement, on va avoir le nerf thoracodorsal qui va innerver le muscle grand dorsal, et puis le nerf lent thoracique qui va innerver le nerf serratus antérieur. Et pour ces deux nerfs-là, donc aussi, ils prennent naissance au niveau du plexus brachial. Donc c'est vraiment très très haut par rapport à ce qu'on va voir par la suite et ce qui est directement donc impliqué dans la douleur lors de la chirurgie thoracique. C'est ces branches-là, donc c'est le nerf intercostal, donc c'est les nerfs intercostaux dans les différents métamères. Et puis, ces ramifications, on va dire les branches cutanées latérales et antérieures, et qui vont cheminer le long du thorax, enfin le long du nerf intercostal. Et donc, ils vont intéresser directement l'analgésie ou l'innervation et l'analgésie quand ils sont anesthésiés du territoire de la chirurgie, de la cicatrice. Donc, souvent, les chirurgies thoraciques, c'est soit de la vidéothoracoscopie, on verra ça par la suite, soit de la thoracotomie. Et donc, la thoracotomie se fait dans un espace intercostal. Donc, cet espace intercostal où ce nerf intercostal va cheminer, donc il prend naissance au niveau donc, du nerf rachidien, et puis il va cheminer dans toute la
Donc, il va cheminer dans l'espace intercostal, donc son rameau ventral qui va cheminer dans l'espace intercostal, entre les couches des muscles intercostaux. Arrivé à mi-chemin à peu près au niveau de l'espace intercostal, il va perforer, il va donner des ramifications qui vont perforer les différentes couches musculaires des muscles intercostaux, voire même du muscle serratus en un peu plus superficiel, et pour donner ces branches cutanées latérales. Et puis, il y a aussi des branches cutanées antérieures donc, qui vont arriver. Donc, c'est les terminaisons nerveuses du nerf intercostal. Donc, on a une autre vue ici de la même chose, avec un peu plus schématique, où on voit vraiment le rameau ventral qui chemine le long de l'espace intercostal. Et puis, donc, ce nerf-là qui va donc, perforer, qui va aller donner ces branches cutanées latérales, et puis antérieures, on est un peu plus parasternales. Donc, un peu la même chose sur une coupe sagittale. Donc, on doit faire une analgésie pour la chirurgie du thorax. Donc, on peut faire soit des blocs centraux ou des blocs un peu plus périphériques. On les verra par la suite. Les blocs centraux, c'est essentiellement la péridurale. Donc, on peut y voir ici assez schématiquement, donc avec la seringue et puis l'injection du produit dans l'espace péridural. Donc, vous avez bien vu qu'une fois que l'analgésie ou le produit est déposé dans l'espace péridural, donc on va avoir une analgésie efficace des nerfs donc rachidiens et puis des nerfs intercostaux. Donc, il faut que ça concerne quelques métamères au-dessus et au-dessous du point de ponction pour que l'analgésie soit efficace. Donc, ça a l'intérêt d'être donc c'est une péridurale, donc je ne vais pas m'étaler sur la technique. En revanche, vous avez bien compris, c'est bilatéral. Donc, alors tout ce qui va être fait comme un bloc sympathique, par exemple, qui va être responsable de l'hypotension artérielle, est dû au fait que ce soit donc un bloc qui va se réaliser des deux côtés. Donc, comme la chirurgie thoracique est le plus souvent unilatérale, on peut avoir des doubles incisions, donc ça c'est un peu particulier, mais la chirurgie thoracique est souvent unilatérale, donc on peut imaginer aussi faire un bloc paravertébral, ça s'appelle comme ça, donc c'est l'injection du produit de l'anesthésie au niveau de l'émergence du nerf rachidien, donc juste après, donc c'est un bloc qui se fait donc latéralement, donc du côté homolatéral de la chirurgie, et sur donc à peu près à 3 cm. Donc vous voyez très bien que l'analgésie, en théorie, et même en pratique, on le verra par la suite, l'analgésie du nerf rachidien donc va être responsable de l'analgésie de tout le nerf intercostal, et donc il suffit de pouvoir l'étendre en haut et en bas, donc du point de ponction, donc pour avoir quelques métamères, pour avoir une analgésie quasi similaire à celle réalisée ou obtenue par la péridurale, ou l'analgésie péridurale. On est un peu plus, on va dire, périphérique, donc sur tout le long du cheminement du nerf intercostal dans l'espace intercostal. On peut imaginer faire des blocs. Donc, en partant, donc on disait que la péridurale, c'était à peu près ici, le paravertébral, c'est à l'émergence du nerf, et puis on peut anesthésier le nerf, donc en fonction, donc c'est des alternatives en général à une analgésie donc péridurale. Vous avez bien compris que plus on est centraux, plus on se rapproche de la ligne médiane, plus l'analgésie est complète et efficace, et plus on va s'éloigner de cette zone centrale pour se mettre en périphérie. Bon, l'analgésie sera là, mais elle sera partielle parce qu'elle va intéresser que une partie du nerf intercostal. On va voir les indications. Bon, voilà, je vous le dis tout de suite, ça va être des alternatives. Ça va être des alternatives au bloc péridural ou paravertébral, et on verra par la suite les indications. Donc, en commençant par la péridurale, je vais aller un peu vite parce que je pense que les protocoles, vous les connaissez tous. N'hésitez pas à m'arrêter ou à poser des questions. Je ne sais pas, peut-être on les posera à la fin. Donc, c'est des protocoles que tout le monde utilise. Donc, on a des niveaux de ponction qui doivent être le plus proche possible de l'incision, souvent entre T5 et T6.
Et on fait donc obligatoirement un mélange d'un anesthésique local et un morphinique. Donc, vous pouvez voir les différents schémas ici. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est Ropi 0,2% associé à du fentanyl 0,5 microgrammes par millilitre. Et puis, on fait une analgésie péridurale en mode PCEA. Donc, tout est très variable en fonction de la taille du patient et de la sensibilité du patient. Donc, on surveille bien sûr l'hypotension artérielle, le bloc moteur des membres inférieurs, de manière à ce qu'on ait un compromis entre une bonne analgésie et puis une bonne mobilité du patient, et puis un confort effectivement du patient. Donc, on fait 5 ml/h associé à des bolus entre 3 et 5 ml toutes les 20 minutes. Donc, l'analgésie péridurale a toujours, donc, dans le cas de la chirurgie thoracique, a très longtemps été considérée comme étant un gold standard. Elle réalise une analgésie qui est très, très efficace. Et puis, la technique, elle est plus ou moins connue de tous. Enfin, il y a un petit côté, on va dire, il y a une précision, bien sûr, à ajouter par rapport à la péridurale lombaire. Donc, il y a la moelle épinière qui est juste derrière. Donc, bien sûr, il va falloir aller avec beaucoup de précautions. Et puis, donc on verra, il y a quelques complications quand même de cette technique. Et donc l'analgésie péridurale, donc avec son efficacité, va être à l'origine d'une diminution des complications respiratoires post-opératoires et une diminution de la durée de l'hospitalisation. Vous voyez des vieux papiers qui convergent vers ce genre de conclusion. Il y a quand même certains effets secondaires de la péridurale thoracique, dont je vous en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Donc, on voit ici sur une cohorte de patients de plus de 1000 patients. Donc, quand on utilise la bupi et du fentanyl, comme dans cette étude qui est relativement ancienne, on peut avoir des effets secondaires comme des nausées, du prurite. Donc, vous voyez chez un patient sur 10 pratiquement, donc il va signaler des effets secondaires relativement désagréables d'une part, et d'autre part, qui peuvent être gênants pour la RAC, la réhabilitation améliorée après chirurgie. Si les patients ont des hypotensions, ils sont sédatés ou ils ont des paralysies des membres inférieurs, effectivement, la mobilisation va être un peu plus compliquée. Donc, à ce moment-là, il faudra alléger, il faudra diminuer les concentrations, puis revoir les débits et puis les bolus patients. On a aussi des complications lors d'une péridurale thoracique. Donc, on peut avoir des complications relativement graves, comme la perforation durmérienne, donc avec tout son désagrément, cortège de désagréments, avec les céphalées ou les brèches et les céphalées post-brèches, les risques de complications infectieuses, les blood patchs à réaliser, etc. Effectivement, ça peut être un peu lourd comme complication. On peut avoir aussi des échecs de pose de la péridurale avec échec de placement du cathéter. On peut avoir des lésions nerveuses à type de syndrome radiculaire douloureux, ça peut être transitoire, plus ou moins transitoire. Et puis des lésions nerveuses périphériques et quelques dépressions respiratoires qui sont extrêmement rares. Alors, les complications anecdotiques de la péridurale, à ce moment-là, c'est vraiment des complications très embêtantes, comme l'hématome périmédulaire. Donc, on voit l'incidence ici, il va de 1 sur 3000 jusqu'à 1 sur 41 000. Donc, ça, c'est en fonction. Donc, la fréquence est surtout beaucoup plus élevée quand la pose de la péridurale est associée à la prise d'anticoagulants. Donc, là, il faut faire très, très attention. Surtout à la reprise des anticoagulants chez un patient qui a une péridurale. Donc, il faut que la péridurale soit bien fixée pour éviter les arrachements accidentels de la péri et dans une zone d'anticoagulation efficace, curative et efficace. Donc, ça peut être très embêtant. Et puis, bien sûr, des complications infectieuses telles que l'abcès périmédulaire qui peut arriver et qui peut survenir avec une fréquence de 1 sur 10 000 dans cette série-là qui a été publiée en 1998. Donc, une fois qu'on a dit tout ça sur la péridurale, on va passer au bloc paravertébral. Vous avez vu que le bloc paravertébral va se décaler un petit peu sur le côté. Ce n'est pas un bloc très, très récent. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Le livre, c'est Le Pochet. On ne le voit pas ici. Donc, c'est un livre qui, cette édition a été publiée en 1920, donc ça fait maintenant un siècle. Et effectivement, il y a un chapitre paravertébral, donc on voit la réalisation d'un geste hyper invasif chez un patient qui a une analgésie paravertébrale. Donc, c'est une technique qui est très connue, elle est même décrite
Donc, la technique est décrite ici avec une aiguille qui va aller chercher. Donc, le repère, c'est dans un premier temps l'apophyse épineuse. Ensuite, on se décale 2-3 cm sur le côté latéral. Avec une aiguille, on va aller chercher le contact osseux de l'apophyse transverse. Donc, c'est ça le repère essentiel, c'est l'apophyse transverse qui est là. Et puis, on va réorienter l'aiguille, soit de manière céphalique ou caudale, de manière à avoir une perte de résistance. Et puis, l'accès, donc il va attester de l'accès à l'espace paravertébral. Et puis, bien sûr, l'injection du produit dans l'espace paravertébral. On voit les nerfs rachidiens qui sont dans les différents espaces paravertébraux pour pouvoir réaliser l'analgésie. Donc, effectivement, c'est une technique qui est relativement ancienne, connue, donc qui a un peu disparu à un moment, et puis elle a refait surface ces dernières années avec beaucoup de publications dessus. C'est quoi l'anatomie de l'espace paravertébral quand on va aller regarder donc une coupe comme celle-ci? Donc l'espace paravertébral est un espace triangulaire qui est ouvert et sur les côtés, enfin sur l'espace intercostal, et il est ouvert aussi en supérieur, en crânio-caudal. Donc, c'est une communication crânio-caudale des différents espaces paravertébraux, ce qui va permettre la migration du produit, donc de manière crânio-caudale, de manière à donc diffuser le produit sur plusieurs métamères, ce qui peut être très intéressant dans la chirurgie thoracique. Donc, c'est un espace triangulaire, il est quasi virtuel, et puis bien sûr, il est traversé par ce paquet vasculo-nerveux. Il y a une veine, une artère et un nerf rachidien. Donc, il va falloir faire très attention quand on va ponctionner et quand on va injecter le produit à faire et à respecter les mêmes donc précautions avec les tests d'aspiration et les injections fractionnées. Sur le plan sono-anatomique, donc là on est passé au 21e siècle, donc effectivement c'est une technique qui peut se faire par donc le repérage de l'espace se fait par manière sono-anatomique, donc effectivement l'espace il est toujours là, donc avec ses repères ou donc qui est limité en avant, donc en antérieur par la plèvre et le poumon. Donc sur le plan médial, il est limité par l'apophyse transverse, donc qui est là. Et donc en antérieur, la partie supérieure, on a ce ligament costo-transverse supérieur qu'on va pouvoir donc voir avec l'échographie, bien sûr en faisant un peu d'anisotropie, pour pouvoir le voir. Une fois qu'on a délimité l'espace paravertébral, l'idée c'est d'arriver avec l'aiguille donc comme ceci, donc on bec un tout petit peu on fait une rotation de 90 degrés de la sonde d'échographie de manière à aller chercher ces différentes structures que j'ai décrites tout à l'heure. Donc en médial, on va avoir l'apophyse transverse. En antérieur, donc ce ligament costo-transverse supérieur, et en postérieur, c'est-à-dire en beaucoup plus profond par rapport à la sonde d'échographie, il va falloir rechercher la plèvre. Donc c'est cet élément-là qui va être avec un glissement pleural qui est très caractéristique. Et une fois qu'on a eu cette image-là, qui va correspondre donc à délimiter un triangle, un espace triangulaire, qui est l'espace paravertébral qu'on voit ici. La suite étant relativement simple, une fois qu'on a eu cette image-là, c'est de mettre l'aiguille in plane par cette technique. Il y a une autre technique, on peut la faire en out of plane. Donc in plane, l'avantage, c'est de pouvoir voir l'aiguille et voir comment elle va arriver jusqu'au niveau du ligament costo-transverse. Il faudra le transpercer, enfin le passer. Donc il y aura un petit ressaut, mais il est très très fin. Bien sûr, donc il y a de la précision parce qu'il faut s'arrêter juste avant la plèvre et ensuite injecter le produit, donc l'anesthésique locale, qui va faire donc pousser la plèvre en avant pour qu'on puisse voir donc cette poche qui va se remplir de liquide d'anesthésique locale. Donc, chez un vrai patient, effectivement, ça se passe de la manière suivante. Soit chez des patients assis, donc en position assise,
Donc, c'est la position la plus confortable pour tout le monde, et le patient et l'opérateur. Donc, dans un premier temps, on va mettre la sonde d'échographie dans un plan sagittal paramédien, de manière à aller chercher les côtes et les espaces intercostaux. On peut les compter parce qu'on disait qu'on allait faire l'anesthésie à hauteur de T6. Donc, on va compter les côtes jusqu'à arriver à l'espace entre T5 et T6. Une fois arrivé ici, donc on fait une rotation donc de 90 degrés de la sonde, de manière à avoir les éléments, ou voir les éléments, je ne sais pas si vous les voyez bien, enfin, c'est un peu... En tout cas, ici, c'est l'apophyse transverse, donc c'est en médial. Supérieur, donc avec de l'anisotropie, on va repérer le ligament costo-transverse supérieur, et puis la plèvre qui est, et donc bien sûr, en antérieur, qui va délimiter l'espace paravertébral en antérieur. On va schématiser l'aiguille qui va arriver dans cet espace-là. Et puis, une fois qu'on aura injecté le produit, je ne sais pas si vous voyez l'effet, donc on va voir, donc une fois qu'on aura injecté le produit, donc on va voir la plèvre qui va se décaler en avant, donc le produit qui va remplir l'espace qui est entre la plèvre et le ligament costo-transverse. Et c'est cette poche-là qui va donc migrer donc, sur l'espace intercostal d'une part, et surtout, on aura une migration crânio-caudale et qui aura pour but d'analgésier plusieurs métamères, donc 2 ou 3 au-dessus ou 2 ou 3 en dessous. Donc, c'est vrai que c'est très variable, ça je vous le montrerai après, de manière à avoir une analgésie sur les 4 métamères, dans 4 à 5 métamères dans le meilleur des cas. Là, c'est une autre position, patient en position latérale, donc en décultis latéral. C'est avec la même image. Donc, ça, c'est plus donc l'aiguille qu'on voit ici, le ligament costo-transverse et la plèvre qui est déjà qui a migré en avant, donc après avoir injecté le produit. Donc, il faut absolument avoir ce signe-là. Donc, c'est un signe pathognomonique de la bonne position de l'aiguille dans l'espace paravertébral et donc pour garantir la réussite de ce bloc. Alors, dans ce papier qui était publié dans Regional Anesthesia and Pain Medicine, donc un papier publié en 2017, et qui a résumé de manière anatomique les différentes... je ne sais pas pourquoi j'ai ce... ça bouge, allez, c'est bien, c'est très bien. Donc, il va résumer à peu près toutes donc les différentes racines et les différents nerfs, les différentes émergences et les origines des différents nerfs donc, qui vont concerner donc d'une part la partie toute superficielle du thorax, donc c'est la partie cutanée et sous-cutanée, et la partie un peu plus profonde qui est la partie musculaire. Donc ça, c'est un papier qui est fait pour la chirurgie du sein. Je pense que le docteur Lemoine va vous en parler cet après-midi, il me semble. Et donc, en gros, ça résume un peu l'innervation du thorax donc, dans sa totalité. Et ici, donc l'action des différents blocs qu'on peut faire. Ce qui nous intéresse ici, c'est le bloc paravertébral, donc qui est juste là. Et donc, c'est un bloc qui va couvrir toute la région cutanée, sous-cutanée et la région du nerf intercostal concerné par le niveau analgésié. Et donc, on voit très bien que ça va innerver, si on est très, très haut, donc le nerf intercosto-brachial. La partie latérale, enfin les branches cutanées latérales et les branches cutanées antérieures du thorax avec tout le nerf intercostal, donc qui va être innervé. Donc on l'a vu, ça ne concerne pas la partie supérieure du thorax, donc le nerf supraclaviculaire et toute la région cervicale, et ça ne concerne pas non plus la partie profonde, là où il y a les gros muscles, que ce soit en antérieur avec les muscles latéraux, enfin les muscles pectoraux, ou bien la région latérale où il y a les muscles l'enthoracique et le muscle serratus. Ça pourra être fait par d'autres blocs. En tout cas, le bloc paravertébral va être comme la péridurale d'ailleurs, va être à l'origine d'une innervation de toute de tout le nerf intercostal.
Alors, il y a des échecs, bien sûr, des complications lors d'un bloc paravertébral. Ça, c'est un papier qui a été publié en 1995. Et donc, ce n'est pas une technique réalisée sous échographie, mais c'est les anciennes techniques réalisées par les repérages, par les repères cutanés. Et donc, on voit très bien sur ce genre de cohorte et sur ce genre de réalisation, il y a quand même 10% d'échecs. Donc, un bloc sur 10 ne marchait pas dans cette série. On peut constater aussi qu'il peut y avoir des hypotensions artérielles dans 5% des cas, des ponctions vasculaires, des ponctions pleurales avec des pneumothorax. Donc en chirurgie thoracique, c'est un peu moins embêtant parce que les patients sont déjà drainés, puis la plèvre est souvent, le poumon est un peu plus loin. Donc même si on ponctionne la plèvre, je ne dis pas qu'il faut ponctionner la plèvre, donc c'est jamais bien de ponctionner la plèvre, mais il y aura moins de conséquences parce que le poumon est déjà drainé. Les hypotensions sont expliquées par le fait qu'il y ait une migration du produit du côté contralatéral. Ça peut arriver, on le verra avec quelle fréquence dans un autre papier. Et il y a aussi des complications anecdotiques, comme les injections péridurales. Si l'aiguille va trop loin dans l'espace paravertébral en médial, donc on va finir par arriver sur l'espace péridural, d'où l'intérêt des injections fractionnées avec des doses tests comme on fait pour les péridurales pour détecter ce genre d'incidents, de complications. On peut avoir aussi des injections sous-arachnoïdiennes avec des rachianesthésies. Encore une fois, j'insiste parce que les volumes injectés dans le cathé paravertébral peuvent aller jusqu'à 20 millilitres. Et donc, comprenez bien qu'il ne faut jamais injecter la totalité de la dose d'un seul coup, même si on est sûr de la position de l'aiguille. Il faut faire toujours des injections fractionnées, car il y a des complications. Même si on est en rachis, en sous-arachnoïdien avec 20 millilitres d'anesthésie locale, ça va faire un petit peu mal, par des complications un peu plus graves. Il y a un syndrome de Claude Bernard Horner qu'on peut toujours avoir. Nous, on en voit assez régulièrement après les blocs paravertébraux. Donc, c'est le bloc de la chaîne sympathique qui donnera ce syndrome. C'est jamais grave, mais c'est un peu désagréable, mais sans plus. Et puis, il y a toujours des risques, effectivement, de ponctionner le poumon si on va très, très loin. D'où l'intérêt de toujours, comme la règle pour faire l'anesthésie loco-régionale sous écho-guidage, d'avoir un visuel sur le bout de l'aiguille, faire de l'hydrolocalisation et avoir toujours dans son champ visuel la pointe de l'aiguille. Donc, voici un papier qui un peu consolide un peu ce que je disais. Donc, c'est la réalisation d'un bloc paravertébral. Donc, c'est une étude sur cadavres humains. Donc, tous les blocs ont été réalisés sous écho-guidage, donc avec la même technique, et avec injection d'un produit de contraste, et puis un scanner donc, qui a été réalisé dans les suites immédiates de l'injection du produit de contraste. Et dans ce papier, effectivement, on montre qu'en utilisant la même technique avec les mêmes opérateurs et en respectant les différentes règles de la réalisation d'une loco-régionale, ils ont été confrontés quand même à des diffusions du produit de contraste un petit peu partout. Donc, ils ont eu des diffusions contralatérales à la ponction, ils ont eu des injections sous-arachnoïdiennes, péridurales et puis bilatérales. Donc, l'intérêt de montrer ce papier, c'est de dire qu'à chaque fois qu'on fait un bloc paravertébral, donc la première des choses, c'est de respecter les règles. Donc, il faut faire des injections après les tests d'aspiration, ils doivent être négatifs. Les injections doivent être fractionnées, le patient doit être surveillé très étroitement dans la première demi-heure en salle de réveil avec l'hémodynamique. Et en pratique, c'est ce qu'on fait pour toutes les locaux régionales. Mais voilà, donc c'est vrai que vu le volume qu'on va injecter dans le cathé paravertébral, il est quasiment impératif de respecter encore davantage ce genre de consignes. Alors, s'il y a un doute sur la position du cathéter, il y a toujours un moyen avant donc si la dose test n'est pas concluante ou si on a un doute sur la position du cathéter,
Donc, il va rester une solution, c'est de l'opacifier. Donc, il y a un produit qui s'appelle le Iopamiran. Donc, c'est un produit que les radiologues utilisent pour donc les différentes imageries qu'ils font sur la moelle épinière et donc au niveau du liquide céphalorachidien. Et donc, c'est un produit qu'on peut injecter par le cathéter, faire une radio en quasi instantanée, de manière à voir un peu la diffusion du produit. Ça, c'était une belle image, c'est pour ça qu'on a gardé la photo. Donc, si on a une image comme ça, donc le lent, donc en latéraux donc sternal, enfin sur le côté du rachis, donc avec une diffusion, enfin c'est vraiment exceptionnel, c'est un beau bloc avec une belle opacification chez un patient. Donc ça, c'était à une époque où on faisait systématiquement donc des injections, injections de produits de contraste avec une radio quasi systématiquement après la réalisation du bloc paravertébral. Et donc, il y a effectivement, de temps en temps, de belles images comme ça. Donc, l'idée de dire que si vraiment il y a un doute sur la position du cathéter, donc il y a toujours moyen d'aller le vérifier par injection du produit de contraste avant de se lancer dans des injections ou dans des choses un peu plus pratiques. Donc ça, c'est une étude de Marofer. Donc c'est une étude assez intéressante qui va un petit peu expliquer les différentes, comment dirais-je, l'hétérogénéité de la diffusion du produit de l'anesthésique locale lors de l'injection à la réalisation d'un cathé paravertébral. Comme vous le voyez, c'est une étude qui a été faite chez des volontaires sains, donc il y en avait une dizaine de volontaires sains accepté de se faire un bloc paravertébral, donc à hauteur de T6 sous écho-guidage. Donc tous les volontaires ont reçu 20 ml de mépivacaïne. Ça s'est produit sur 2 jours. Une fois c'était à droite, une fois c'était à gauche. Donc 20 ml de mépivacaïne à 1%. Alors tout de suite après l'injection, donc ils ont réalisé une IRM pour voir un peu la diffusion de l'anesthésique locale. Et après, ils ont testé ils ont fait un test du niveau sensitif avec le pic touche, donc pour essayer d'avoir le niveau de l'analgésie, le niveau sensitif. Comme je vous ai montré, la technique est toujours la même sur le plan écho-cardio, donc au sono-anatomique. Donc, c'était une ponction in plane, donc avec le repérage de l'espace paravertébral, donc avec en médial l'apophyse transverse, en antérieur le ligament costo-transverse qu'on voit ici, et puis en postérieur la plèvre. Donc, c'est cette image-là qui est blanche et qui donc avec un bon glissement pleural. L'aiguille qui arrive selon cette inclinaison de cette flèche, on traverse le ligament costo-transverse et on injecte du produit à hauteur de T6. L'examen ou l'IRM a été réalisé juste après. Et puis, donc, pour voir un peu la diffusion du produit donc, sur un espace intercostal et puis la diffusion dans l'espace paravertébral. On n'a pas d'image qui montre le niveau. Donc ça, ils l'ont fait, ils l'ont calculé, et puis ils l'ont identifié. Et après, donc ça, c'est les côtés gauche et c'est les côtés droits des patients. Donc ça, c'est les différents patients, donc les 10 patients, donc de 1 à 10. Alors, en bleu, c'est le niveau qui a été identifié et relevé par l'IRM. Donc, vous voyez ici la colonne vertébrale. Donc, comme ici, par exemple, pour ce patient-là, donc on a de T3 à T7. Donc, ça, c'est le niveau qui a été identifié sur la diffusion du produit à l'IRM. Et en blanc, c'est le niveau sensitif que le patient avait avec le test du niveau sensitif. Donc, c'était le même opérateur ou les mêmes opérateurs. Il me semble qu'il y en avait 2 ou 3 qui faisaient la technique, les blocs. Donc, tous les patients étaient piqués à T6, donc ici. Et donc, on voit quand même avec le même volume du produit, donc 20 ml de mépivacaïne 1%. Et on voit quand même qu'il y a des diffusions assez hétérogènes, que ce soit à droite ou à gauche, et pour chaque patient. Donc, chez un même patient, donc que ce soit à droite ou à gauche, ça a diffusé de manière un peu différente.
avec la même technique, le même repérage et puis le même volume. Donc, ceci peut expliquer certaines, on va dire, imperfections ou certaines. Enfin, on ne peut jamais être sûr à 100% d'avoir le même, enfin, le niveau escompté, d'où l'intérêt de centrer le point de ponction. Donc, le centrer donc, au niveau, d'abord, quand on chirurgie thoracique, c'est au niveau de la cicatrice, c'est-à-dire au niveau de l'incision. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point de cette étude, c'est qu'ils ont quand même réussi à montrer ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a certains patients qui ont eu quand même des diffusions, enfin il y en avait 3 ou 4, pour lesquels la diffusion était bilatérale avec des petites hypotensions qui ont été rapidement jugulées par des injections de l'équivalent d'éphédrine. Donc rien de grave, mais donc quand même des passages en contrôle latéral. Donc c'est un bloc qui est très intéressant, qui est très efficace, on le verra par la suite, mais qui reste quand même à utiliser avec beaucoup de précautions, beaucoup de rigueur. Après, une fois qu'on a fait le bloc paravertébralité, enfin en tout cas nous on se pose toujours la même question, que pour être le plus efficace, faut-il faire une seule injection, donc un single shot et puis on n'en parle plus, ou est-ce qu'il faut faire un débit continu, ou est-ce qu'il faut faire des bolus itératifs injectés par le patient. Alors, ce qu'on a retenu, donc ça correspond, pour ça que je vous montre ce papier, ça correspond à peu près à ce qu'on fait. Donc, c'est une étude prospective randomisée à 80 thoracotomies pour des lobectomies, donc sous thoraco, donc l'incision qui est censée être très douloureuse. Ils ont pris 2 groupes, des groupes avec des incisions antérieures, 36 patients, et des groupes avec incisions postéro-latérales. Donc, en sachant que les incisions postérieures sont censées être plus douloureuses que les incisions antérieures. Et dans chaque groupe, les patients étaient randomisés pour recevoir soit l'évobupiacide 0,5%, donc le groupe perfusion continue, c'était des bolus, c'était 15 ml en bolus toutes les 6 heures. Et le deuxième groupe, c'est la lévobupiacine 0,25% avec des débits continus à 5 ml par heure. En fait, c'est un design qui fait que tous les patients vont finir par recevoir la même dose, environ, je crois, c'est 300 mg de lévobupi pour chaque patient. Sauf que la répartition, donc déjà la concentration n'est pas la même, et puis l'injection du produit n'est pas la même. Dans un groupe, c'est des bolus à toutes les 6 heures, et dans l'autre groupe, c'est un débit continu. Puis on va évaluer la douleur à la première, 6e, 24e, pas la 26e, 24e heure, 48 et 72 heures après l'injection, enfin après la fin de la chirurgie. Première constatation, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a une différence entre la douleur qu'on avait tous, enfin c'était à peu près connu, que les douleurs postérieures, les incisions postéro-latérales sont beaucoup plus douloureuses que les incisions antérieures. On le voit très très bien, surtout à 48 heures et à 72 heures. Ça c'est sorti, on va dire un peu, à la limite de la significativité. Et puis, donc, ce qui nous intéressait ici, c'est de voir quand il y avait des bolus, donc quand les patients avaient des bolus, donc au tout début de la période post-opératoire, il n'y a pas de grande différence, il y a une tendance à ce que le bolus soit un peu plus efficace que la perfusion continue. En revanche, à 48 heures et à 72 heures, effectivement, c'était un peu significatif que le fait de mettre des bolus était beaucoup plus efficace que de mettre des perfusions continues. Dans la discussion, dans ce papier, effectivement, ils expliquaient ça par le fait que quand on faisait des bolus, donc il y avait des poches, donc ils vont ce que je montrais tout à l'heure avec le produit qui va se décoller la plèvre et donc réaliser une petite poche qui va bien donc d'abord migrer en céphalocaudal et surtout qui va
donc bien imprégner les différentes racines nerveuses sur une longue durée qui va permettre une analgésie beaucoup plus efficace. Alors que quand on faisait des infusions ou des perfusions continues, et ben cette poche ne se constitue pas parce que c'est un débit continu. Et donc, ça va rétrécir la zone de l'analgésie et on aura cette impression que les patients sont plus douloureux que les patients dans l'autre groupe. Donc, en tout cas, nous, on a pris une partie finalement. Pour l'instant, on fait on fait les deux en réalité. On fait un débit continu plus des bolus que le patient s'auto-injecte, donc il s'injecte tout seul. Maintenant, quand on va comparer ces deux techniques, donc c'est les deux techniques, on va dire, phares ou essentielles dans l'analgésie après une chirurgie thoracique, il y a plein de papiers, je n'ai pas le temps, et puis je ne vais pas vous montrer tous les papiers. En revanche, celui-ci est très, très intéressant. Donc, c'est une analyse et une comparaison de cette efficacité et les effets secondaires du bloc paravertébral par rapport à la péridurale pour une thoracotomie. Donc, c'est une revue systématique des différentes méta-analyses et des études randomisées. Donc, il y en avait une dizaine, 10. Et donc, la première chose qui nous intéresse, c'est l'analgésie. Donc, est-ce qu'il y avait une différence entre le paravertébral ou la péridurale? Donc, on voit qu'il n'y a aucune différence sur l'analgésie à 24 heures. C'est-à-dire que la péridurale fait aussi bien que le paravertébral, ou le paravertébral fait aussi bien que la péridurale, partant du principe que la péridurale a toujours été reconnu comme étant le gold standard, et bien des paravertébraux qui sont bien posés, donc marchent plutôt bien, et puis ça donne aucune différence statistiquement significative à la 24e heure, et voire même ni à la 48e heure. Donc c'est toujours, même 2 jours après la chirurgie, on a toujours la même efficacité de ce bloc paravertébral par rapport à la péridurale. Après, quand on va regarder les effets secondaires, par exemple au niveau de la rétention d'urine, donc à partir du moment où il y a des morphiniques dans la péridurale, même si c'est efficace et que ça marche très très bien, il y a un effet secondaire, on l'a vu tout à l'heure, chez un patient sur 10 dans certaines séries, de rétention d'urine. Donc c'est un petit peu embêtant à mesure où les patients, enfin je n'ai pas la fréquence exacte, mais on a pas mal de patients avec des péridurales qui finissent avec des sondes urinaires à cause d'une rétention d'urine. Donc, on laisse la sonde urinaire tant que le patient a sa péridurale. On fait des tests de retrait de la péridurale qui s'avouent plus souvent en échec. Donc, on les retire puis on les repose tant que la péridurale est en place. En revanche, cet effet secondaire n'existe pratiquement pas quand les patients ont des cathéters paravertébraux. Il n'y a pas de morphinique dans les cathéters paravertébraux, et si l'analgésie est efficace, il n'y aura pas de morphinique de secours, et forcément, donc, il n'y aura pas cette rétention d'urine. Un autre effet secondaire qui est l'hypotension artérielle, effectivement, on a vu que la péridurale est une analgésie avec un bloc sympathique bilatéral, donc il y aura plus d'hypotension artérielle dans la péridurale. Donc, c'est en faveur de le cathé paravertébral. L'absence de cet événement est en faveur de la péridurale. Et il y avait une autre slide qui montrait qu'il y avait paradoxalement plus de complications respiratoires dans le groupe péridural que dans le groupe paravertébral. L'explication était que des patients qui vont avoir de l'hypotension artérielle vont être remplis, donc il y aura plus de remplissage vasculaire chez les patients qui ont eu des péridurales. Et ce remplissage vasculaire, donc on le sait maintenant très bien que le remplissage vasculaire des patients qui subissent une chirurgie thoracique est donc très délétère et peut être à l'origine d'une complication de complications respiratoires post-opératoires, essentiellement des pneumopathies post-opératoires. Donc, avant de terminer, il faut que je vous parle de ce bloc. Donc, c'est un bloc qui est tout nouveau, donc l'érecteur du rachis, donc l'érecteur spinal plane block. Donc, c'est un bloc qu'on utilise en mode donc une alternative
au bloc paravertébral et à la péridurale. Donc, il y en a plein qui l'appellent le paravertébral raté ou paravertébral-like. Donc, l'idée étant d'aller ici au niveau donc de l'espace paraspinal. Donc, c'est paraspinal, donc on a la vertèbre. Donc, ici, il y a toujours donc à hauteur de T5, T6, on a le trapèze, le rhomboïde et puis le muscle érecteur du rachis, le muscle érecteur spinae. Et puis, donc, dans cet espace-là, qui est l'espace paraspinal, donc on va injecter donc, au contact donc soit au-dessus, juste au-dessus du muscle, ou bien au contact de l'épineuse, pardon, la transverse, l'apophyse transverse, et donc dans un fascia qui est autour de ce muscle. Donc le produit va diffuser dans le fascia, et donc il est techniquement plus facile, il est moins compliqué que le paravertébral, et surtout il est donc à efficacité équivalente. Donc, il est un peu loin des éléments, on va dire, nobles, donc, que ce soit le paquet vasculo-nerveux ou la plèvre et le poumon. Donc, c'est vrai qu'on reste à distance de tout ça. Et donc, l'explication étant que l'espace paraspinal et l'espace paravertébral vont communiquer. Donc, ils communiquent par des foramen costaux vertébraux. Donc, c'est un maillage de tissus conjonctifs qui fait qu'il y a des communications entre les deux espaces. Il suffit de mettre beaucoup du volume qui va être sous pression et qui va mettre un peu de temps à diffuser dans l'espace paravertébral, et pour finir par avoir donc le même effet que le paravertébral. Donc c'est ici, donc c'est les foramen vertébraux ou costotransverses. Donc c'est des espèces d'orifices là qu'on trouve et qui vont faire communiquer les deux espaces les uns avec les autres. Et donc, sur le plan sono-anatomique, pareil, c'est relativement facile. Donc là, on voit la tête du patient, son dos. Donc, on est pareil en sagittal paramédian avec l'aiguille in-plane. On repère l'apophyse transverse, et l'idée, c'est d'arriver donc dans in-plane jusqu'au contact pratiquement de l'apophyse transverse, et d'essayer d'injecter le produit pour décoller cette masse musculaire, et donc mettre le produit dans le fascia, donc dans le fascia de l'espace paraspinal, en ayant traversé le muscle trapèze, le rhomboïde, et puis ce gros muscle qui est l'érecteur spinae muscle. Donc, quand on fait donc des reconstructions 3D après avoir injecté 20 millilitres de liquide de produit anesthésique, effectivement, on voit la diffusion du produit qui va de T1 jusqu'à T8 dans cette étude, et donc il va diffuser en crânio-caudal, et qui, on peut imaginer, qui va donc intéresser tous les métamères ici au niveau d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui le font de manière bilatérale également, faisant attention bien sûr à la dose toxique du produit. Donc souvent c'est du 20 millilitres, à les dermatomes c'était 1 T8, et puis il y en a du rachis qui peut partir de très haut, donc au niveau de la ligne médio-claviculaire. Donc on a vu ici les indications, donc essentiellement donc la chirurgie du sein, avec curage, surtout quand on est très très haut avec ce fameux nerf donc qui part de T2 et qui va analgésier la région axillaire quand il y a un curage axillaire. Les fractures de côte, enfin les traumathoraciques, on va dire simples, pas compliqués. Et puis, pourquoi pas les videothoracoscopies, voire même les thoracotomies quand on est en échec devant soit la péridurale, soit le cathéter, enfin l'analgésie paravertébrale. En dernier, donc je peux aussi vous parler très rapidement, mais vous allez avoir le détail, encore une fois, avec le docteur Lemoine cet après-midi. Ces blocs-là, le Serratus Plane Block,
qui peut être très intéressant. Donc, mais c'est juste des case reports hein, qui montrent que c'est des blocs qui peuvent être très intéressants dans les fractures de côte. On peut l'utiliser quand on a des fractures de côte. Donc, la réalisation est très, très simple chez des patients qu'on mobilise très peu pour ce bloc. Donc, il suffit juste d'écarter un petit peu le bras ou pas beaucoup, hein, parce que le patient déjà, sans le mobiliser, sans le mettre, donc on peut le faire en position en déclus dorsal à l'arrivée du patient. Quand ils sont hyperalgiques et qu'on n'arrive pas à les mobiliser. Donc, on peut imaginer calmer la douleur avec un single shot comme ça, enfin une injection sur le serratus qui va très rapidement calmer le patient. Et par la suite, on peut faire ce qu'on veut, enfin ce qui pourra être indiqué pour l'état du patient, soit un cathé paravertébral en asseyant le patient, parce qu'il aura eu ce bloc qui va l'analgésier, le calmer, ou une péridurale après 1 heure et demie après l'injection du paravertébral. On voit très bien ici que c'est des patients qui sont arrivés avec des fractures de côte et qui sont arrivés très douloureux, qui ne sont pas douloureux après l'injection, qui passent de 8 sur 10 à 0 sur 10 et donc qui ont quitté l'hôpital dans les 12 ou 24 heures qui ont suivi l'analgésie du thorax. C'est des blocs qui ont également été réalisés, donc c'est un bloc après une thoracotomie, donc chez des patients. Donc on voit très bien ici, donc c'est une étude sud-coréenne, donc un patient qui a eu une thoracotomie et qui a eu un bloc du serratus en guise d'analgésie. Donc j'imagine, et puis ça rentre dans le cadre d'une analgésie multimodale. On peut imaginer que ce bloc-là, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma, donc ça analgésie une partie du nerf intercostal et pas du tout la totalité du nerf. Et donc, il faut vraiment bien être au niveau de l'incision et ça va. Donc, c'est un bloc facile hein, et ça va participer à la diminution de la douleur, mais c'est beaucoup moins efficace qu'une péridurale ou un paravertébral. Encore une fois, donc plusieurs case reports sur le serratus plain block et son efficacité lors d'une thoracoscopie. Pareil, il y a des constats et des case reports qui montrent que chez des patients chez qui on fait une thoracoscopie avec un orifice unique, donc on peut imaginer donc faire un geste beaucoup moins invasif pour l'analgésie. Donc c'est un bloc du serratus. Donc en conclusion, je peux vous mettre le papier du groupe Prospect. Donc c'est un groupe que vous connaissez peut-être, enfin sûrement. Donc c'est un groupe qui élabore des procédures spécifiques post-opératoires pour la gestion de la douleur. Donc c'est un groupe d'experts européens. Et donc, ils ont publié à chaque fois des protocoles. Vous pouvez aller sur leur site et voir, donc, dans chaque type de chirurgie, donc, il y a un protocole qui est adapté à la chirurgie. Donc, c'est un protocole de prise en charge multimodale. Et donc, pour la chirurgie thoracique, donc, pour une thoracotomie, donc, il est clair, hein, qu'il préconise et qu'il recommande que ce soit en préopératoire, en péropératoire et en postopératoire. Donc, il y a toutes ces stratégies pré, pér et postopératoire. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'abord de faire le bloc paravertébral. Donc, il prend le dessus donc sur la péridurale. Et s'il y a la possibilité de réaliser la péridurale ou il y a des le paravertébral, à ce moment où la chirurgie est bilatérale ou qu'il n'y a pas de possibilité de poser le paravertébral, à ce moment-là, on passe à la péri. Donc, dans ce groupe-là, voilà, il recommande l'utilisation en premier le bloc paravertébral, associé bien entendu à toutes les... donc c'est une analgésie multimodale associée à des paracétamol, des anti-inflammatoires. Donc vous pouvez le voir ici, surtout ils insistent beaucoup sur les anti-inflammatoires en chirurgie thoracique. Et puis si vraiment c'est quasi impossible à ce moment-là, on fait PCA morphine, mais ça c'est vraiment un mode, on va dire, en mode dégradé. Car là, comme vous le savez, la morphine en mode PCA, donc elle peut être efficace au repos, mais pas à la mobilisation ni à la toux, et donc on ne peut pas faire de réhabilitation correcte avec uniquement de la morphine, même en mode PCA. Je vais vous montrer deux slides concernant des patients qu'on a opérés. Donc, ce monsieur a subi une lobectomie vidéo, donc à J1 post-opératoire. Il avait un seul drain thoracique et il avait un cathéter paravertébral. Et là, c'est le lendemain de sa chirurgie
Donc, au lendemain de sa chirurgie, donc, il avait bien sûr une analgésie multimodale plus paravertébrale. Donc, ça lui permettait de déambuler tranquillement dans le service. Donc, il faisait beaucoup d'allers-retours. Et donc, pour vous dire qu'il n'avait pas du tout mal, donc il n'a pas l'air d'être douloureux. Donc, un autre patient, en revanche, lui, il a eu une lobectomie vidéo avec 2 drains thoraciques. Lui, il a eu un cathé de péridurale parce qu'il avait 2 drains thoraciques, il avait une chirurgie qui avait un peu de décortication, un peu de saignement. Je vous montrer, enfin, il déambulait aussi comme le premier patient, et surtout vous montrer un peu comment avec la péridurale, peut faire quand même de la de la kinésithérapie respiratoire. En fait, ils font beaucoup d'allers-retours dans le service, et à chaque étape, ils s'arrêtent et ils soufflent. Donc voilà, c'est un patient qui a quand même 2 drains et qui, dans l'analgésie multimodale, est assuré par une péri et des antalgiques Péros. Et donc là, on a l'impression, enfin, voilà, pas l'impression qu'il est très, très douloureux. Il arrive même à faire des performances respiratoires. Et bien sûr, la recommandation, c'est de tousser aussi assez régulièrement. Donc, il tient ça. Donc, c'est efficace. Donc, l'analgésie loco-régionale est efficace en recours à la mobilisation. Ça permet de faire de la réhabilitation. Voilà, je vous remercie. J'attends vos questions, si vous en avez. Vous êtes toujours là? Yacine, Oui. c'est clair. Et les questions, elles vont apparaître dans la discussion là. Voilà. D'accord, ok. Ok. Donc moi, j'en vois pas. Je ne sais pas si Claire, toi, Si, il y en a quelques-unes. Alors, si tu veux, je te les lis. Ah, si, en haut, c'est ça? Tu les vois, voilà, il faut que tu remontes Attends que ça revienne. Ouais. à 1h09. Là, il y a une. Ça. Voilà, tu les as, les questions? J'ai perdu le. Ouais. Alors, je peux te les lire si tu veux. Ah, ça y est. Ouais, hop, plus. Tac, cancer. Bon. Alors, j'ai une question concernant la périthoracique de la chirurgie vasculaire. Est-il possible de la réaliser malgré un bulbe d'héparine péropératoire? Donc ça, effectivement, c'est une question qui revient assez souvent. Donc, on s'est posé cette question un peu plus longtemps, un peu plus tard qu'il y a, je crois, il y a quelques 2 ou 3 mois. Donc, on a fait de la chirurgie vasculaire, effectivement. On a sorti des papiers. Et alors, ce qu'on a trouvé sur la littérature, c'est que il y a quand même la chirurgie vasculaire, donc c'est une chirurgie très très lourde. Je parle de l'aorte abdominale et voilà, l'anévrisme de l'aorte abdominale. Et effectivement, quand on allait voir le rapport bénéfice-risque de la péridurale, donc ça penchait vers le bénéfice. Il y avait effectivement un risque parce que bon, on pose une péridurale et puis bon, on endort le patient et on l'opère et 1 heure, 1 heure et demie après, on fait de l'héparine à full dose. Donc effectivement, ça peut paraître un peu antinomique, mais quand on a regardé la littérature, effectivement, il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de problème d'hématome qui sortait dans ces séries-là, donc ces séries qui étaient très bien faites. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on a fait dans notre équipe. Donc, on a sorti des papiers, on a discuté, on a fait une discussion collégiale et on a fini par faire la péridurale. Donc, on a fait quelques patients sur l'année dernière, effectivement. Et donc, on avait des papiers clairement qui montraient qu'il y avait une diminution de la mortalité et de la morbidité respiratoire quand on faisait imposer la péridurale. Une autre question, dans les chirurgies thoraciques, pour éviter les blocs centraux qui peuvent être compliqués, notamment chez les sujets obèses ou si mauvaise échogénicité, est-il possible de réaliser des blocs intercostaux étagés permettant de couvrir la zone opérée?
Effectivement, il y a des équipes, je crois que c'est des équipes danoises, enfin au Danemark, parce qu'on a reçu un des chirurgiens qui est venu nous voir, il nous a expliqué que lui, il faisait plutôt comme ça. Donc, il faisait des blocs intercostaux étagés, c'est le chirurgien qui le faisait après l'induction d'anesthésie, avant l'incision. Ils avaient l'air d'être contents. Le seul truc, c'est que faire des blocs étagés, enfin, c'est pas très agréable. Et ensuite, l'intérêt, en fait, c'est la durée dans le temps. Dire, on peut pas mettre des cathéters sur plusieurs étages. Et s'il est temps juste de soulager le patient quelques heures, donc de la suite de la prise en charge, que le patient va rester quand même plusieurs jours en unité de soins continue. Il a un drainage qui va durer plus ou moins, enfin, ça dépend des situations. Tant qu'il a les drains thoraciques, il va être encore plus douloureux. Et donc, des injections étagées en single shot, je pense que c'est pas une bonne, donc ça, c'est pas une bonne analgésie dans la durée, dans le temps. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est, nous, on donne la main aussi, enfin les chirurgiens posent aussi les catheters paravertébraux. Donc c'est les chirurgiens qui les posent systématiquement en péropératoire. Et à ce moment-là, c'est sous contrôle de la vue, avec que ce soit en thoracoscopie ou en thoracotomie. Donc on a une vue directe sur la partie donc intérieure du thorax, et puis on voit très très bien l'aiguille, on voit l'injection du produit, le décollement de la plèvre. Et une fois que les chirurgiens ont appris à faire ça, effectivement, ça marche très très bien. Que le patient soit obèse ou pas du tout échogène, effectivement, le fait de le faire en paire opératoire par des chirurgiens avec pose de cathéter, je pense que c'est mieux que de faire des blocs étagés en single shot. Une autre question, quel type de ponction réaliser pour pose d'un cathé PV, aiguille dans le sens médial vers latéral ou latéral vers médial, plutôt dans le plan ou hors plan, enfin sagittal médian ou transverse? Quel type? En fait, il y a, ça c'est chacun donc, doit s'apprivoiser, enfin une technique. Donc il n'y a pas de bonne technique. En fait, la réponse, elle va être un peu… En fait, il faut connaître toutes les techniques. Parce que ça arrive très souvent qu'on n'y arrive pas avec une technique, parce qu'on ne voit pas bien, on perd l'image, et donc il faut être habile et connaître les différentes techniques. En revanche, ce que j'ai vu dans la question, quel type de réaliser pour KT, aiguille dans le sens médial à latéral. Donc ça, c'est non, c'est plutôt de latéral à médial. Donc il faut aller vers l'apophyse transverse, il ne faut pas aller vers l'espace intercostal. Si j'ai bien compris, plutôt dans le sens in-plane ou hors-plane. Ça, je vous ai dit, c'est très variable, c'est en fonction de comment vous êtes à l'aise avec la technique. Il n'y a pas une technique qui aura plus de réussite qu'une autre. En revanche, connaître toutes les techniques, être à l'aise avec les deux techniques, peut vous… donc on n'y arrive pas dans une technique, on tourne la sonde et peut-être qu'on verra un peu mieux et on pourra faire le bloc par une autre technique, mais pas en médial vers latéral. Ça, je ne connais pas. Est-ce que c'est possible de nous réexpliquer les techniques pour les érecteurs du rachis et le serratus, s'il vous plaît? Alors, les serratus, donc c'est des blocs qui se font donc sur la partie latérale du thorax. Donc l'idée étant d'aller chercher le muscle serratus qui va être au-dessus des côtes, et puis orienter la sonde un peu en postérieur jusqu'à voir le nerf le muscle grand dorsal, et injecter le produit entre le muscle grand dorsal et le muscle serratus. Donc, ouvrir l'espace, donc ça c'est ce qu'on appelle le serratus superficiel. Donc, ouvrir l'espace entre le grand dorsal et le serratus, donc faire une poche dans laquelle on peut mettre un cathéter pour l'analgésie. Et vous aurez peut-être plus de détails cet après-midi. Sinon, si on arrive à faire les ateliers, alors là, ça sera vraiment le top pour vous montrer ça sur des mannequins. Ça, c'est…
Pour l'instant, ce n'est pas gagné avec, vu le contexte sanitaire, mais c'est l'idéal pour vous montrer sur les mannequins comment le faire. Et pour l'érecteur du rachis, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est de mettre la sonde au niveau donc de T5 ou T6. Et donc là, vous allez avoir au niveau de l'apophyse transverse, il faut chercher l'apophyse transverse, donc en se décalant sur le côté très progressivement. Donc, on va passer des côtes. Ensuite, donc la côte, la forme de la côte, elle est connue, donc elle est plus arrondie. Et puis, à un moment, en allant vers la région médiale, en se rapprochant du rachis, on va donc cette forme de la côte va se transformer en forme arrondie, en une forme presque carrée. Donc ça, c'est l'apophyse transverse. Et il suffit juste d'avancer l'aiguille in plane pour aller taper pratiquement l'apophyse transverse et injecter le liquide entre l'apophyse transverse et le muscle érecteur spinailler qu'on verra, qui colle pratiquement à l'apophyse transverse. Ensuite, y a-t-il une astuce pour faire monter facilement le cathéter paravertébraux? Oui, l'astuce, c'est de mettre, enfin souvent, c'est d'ouvrir l'espace, c'est-à-dire mettre beaucoup de liquide. Enfin beaucoup, oui, il faut mettre du sérum-fi pour faire une vraie poche qui va vraiment donc ouvrir cet espace-là et puis faire des petites vrilles avec l'aiguille de tuyauis sans perforer la plèvre, bien sûr, et essayer de monter tout doucement le cathéter. S'il ne monte pas, voilà, c'est qu'on est vraiment dans une zone où ça bute sur le processus osseux. Donc c'est dommage, si on a tout essayé, entre mobilisation de l'aiguille, injection du produit et faire cette poche et un décollement de la plèvre, il faudra reponctionner. Modalité de reprise d'un anticoagulant curatif dans un contexte de pose de cathéter de péridurale. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est donc les anticoagulants, quand on décide de retirer le cathéter, donc si c'est de l'héparine, on arrête l'héparine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on l'arrête 6 heures avant le retrait et on fait un bilan pour voir l'anti-10A ou le TCA. Et dès qu'on est dans la zone de normalité, à ce moment-là, on retire le cathéter et on reprend les anticoagulants 6 à 8 heures après le retrait du cathéter. Bien sûr, on fait attention à la fonction rénale. Chez les patients qui ont des insuffisances rénales, on prolonge jusqu'à 12 heures. Quant aux HBPM, c'est le même raisonnement. Donc, on arrête les HBPM quand c'est du curatif, on les arrête 24 heures avant de retirer le cathéter en faisant un anti-10A pour contrôler donc il faut refaire un anti-10A pour être sûr qu'on n'est plus en zone de traitement curatif et on reprend les anticoagulants 12 heures après le retrait du cathéter. Combien de centimètres doivent être insérés les cathéters paravertébraux? En fait, ça dépend du point de ponction et de l'orientation de l'aiguille par rapport à la zone qu'on veut analgésier. Mais vous pouvez monter 3 à 4 centimètres. Vous pouvez aller très très loin. De toutes les façons, il n'y a pas de risque donc après, qu'il aille très très loin. De toute façon, il va rester dans l'espace paravertébral. Après, bien sûr, une fois qu'il est posé, il faut refaire un test d'aspiration et faire des injections fractionnées pour être sûr qu'on est toujours au bon endroit. Est-ce que les KT pour érecteur du rachis possible? Il y en a qui les posent. C'est un peu difficile quand on bute sur les apophyses transverses, mais nous, on ne les pose pas. Donc, jusque-là, on n'a pas posé de KT des érecteurs. Enfin, on en pose, mais ce n'est pas notre spécialité première. Mais j'ai vu on a récupéré des patients de différents hôpitaux avec des KT des érecteurs du rachis. Donc, effectivement, c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Pour une chirurgie omoplate, par exemple, exérèse d'un ostéochondrome face interne, bord interne de l'omoplate avec incision assez longue, quel type d'analgésie peut-on proposer?
Donc là, on va un peu plus dans le profond, effectivement. Il y a l'épaule qui va participer, donc l'analgésie de l'épaule. Moi, je pense que c'est un peu… donc, on peut imaginer poser une péridurale, hein. Donc, pour cette chirurgie, donc, mais une péridurale qui va rester relativement haute, donc aux alentours de T4, T5. En revanche, il y aura un défect, peut-être qu'il y aura un défect au niveau de l'épaule, parce qu'il y aura des douleurs un peu projetées au niveau de l'épaule. Et je vous ai dit que la péridurale, elle ne va analgésier ou concerner que les nerfs donc intercostaux, donc les nerfs rachidiens, donc qui émerge de T2 à T12. En revanche, l'épaule, c'est le plexus cervical, c'est un peu plus haut. Donc, il y aura peut-être un défect à voir. Mais associer une péridurale avec un bloc, c'est vrai que ce n'est pas très recommandé compte tenu des doses qui vont être très rapidement dépassées des doses toxiques. Je ne sais pas si Claire peut répondre, enfin peut confirmer ou infirmer ce que je dis par rapport à l'omoplate. C'est un peu plus compliqué. Donc, Pardon, par rapport aux doses toxiques, hein. enfin, sur la chirurgie de l'omoplate, donc effectivement, il y aura peut-être une douleur au niveau de l'épaule qui ne sera pas couverte par la péridurale. Donc, Ouais. l'omoplate seule, enfin, une chirurgie de l'omoplate avec une grande incision. Alors, ostéochondrome, la face interne du bord interne de l'omoplate avec incision assez longue. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. La péridurale peut marcher, mais dans son territoire que j'ai décrit, c'est-à-dire les différents dermatomes, mais derrière, si on touche à l'os, omoplate, les muscles, ça ne va pas être couvert par la péridurale. C'est du domaine plus du plexus cervical. Oui, ouais. Ensuite, pose d'une APD en pré-op en fin d'intervention sur malade endormi ou éveillé. Alors, la dernière partie de la question, moi, c'est clairement marqué, écrit sur les recommandations. Donc, il suffit de les lire. Jamais de péri chez les patients endormis. Ça, je pense que c'est clair. Donc, la péri se pose en préopératoire, le plus souvent, avant d'endormir le patient. Donc, avec beaucoup d'anesthésique locale. Il y a des équipes, nous, ça nous arrive de le faire, mais exceptionnellement, qui mettent du rémifentanil pour poser les péridurales thoraciques. Parce que c'est ça peut être un peu compliqué, parce qu'il faut prendre son temps, aller tout doucement et ne pas se précipiter. Je vous ai rappelé qu'il y a la moelle épinière juste derrière. Chez des patients en gros costauds avec bien beaucoup avec musclés au niveau du dos, ça peut être un peu compliqué. Donc, il faut prendre son temps, ça peut être douloureux. Je vous ai dit, rémifentanil associé, patient réveillé. Donc, éveillé et jamais péridurale chez les patients endormis. Enfin, je ne peux pas le dire comme ça. Après, effectivement, c'est même écrit au niveau des recommandations. Intérêt du bloc serratus pour la pose d'un drain thoracique. Donc, on les fait. S'il est bien fait, ça peut marcher, effectivement, pour un drainage thoracique. Donc, nous, les drains, on les pose sur la ligne axillaire moyenne, très haut. Il faut faire un serratus, mais il faut attendre qu'il soit efficace. Faire le bloc serratus et poser le drain derrière, ça ne marche pas. Donc, il faut du temps, il faut que ça marche et il faut prendre son temps, voilà, entre l'injection le bloc et le serratus. Mais ça peut effectivement marcher. Pour une chirurgie omoplate, exemple, exérèse d'anus, ça c'est… quel type? Ça, j'ai répondu. Interbloc serratus pour la pose d'un drain thoracique, ça y est. Écho pour APD thoracique. Alors, ce que je peux vous dire, en tout cas à mon niveau, pour l'échographie et la péridurale thoracique, donc je crois que vous avez un cours là-dessus. Ce que je fais moi personnellement, c'est de repérer le niveau de la ponction. Si je veux aller en T5, T6, donc je mets l'échographe
en haut, au-dessus de l'épaule pour avoir la première côte, et je descends et je compte 1, 2, 3, 4, 5, et puis je me mets au niveau de l'espace. C'est que comme ça que j'utilise l'échographie pour la pose d'une périthoracique. Après, on peut imaginer faire comme dans l'étage lombaire, on va repérer toutes les structures avec donc c'est l'écho-repérage, hein, donc on est bien d'accord. L'écho-guidage est très compliqué pour poser une péridurale thoracique sous écho-guidage. Ensuite, faire des repérages, que ce soit repérer le niveau ou repérer après l'endroit où il faut piquer avec l'orientation. Ça reste intéressant, mais il faut avoir beaucoup de pratique pour que ça soit efficace tout le temps. Mais je vous encourage à le faire, au moins à regarder les différentes structures. Je crois que vous avez aussi un cours là-dessus. Technique de goutte pendante ou fondrin liquide pour la PD thoracique. C'est opérateur dépendant. Il n'y a pas de supériorité d'une technique par rapport à l'autre. Effectivement, donc l'intérêt de cette question est de rappeler que la perte de résistance au niveau de l'étage thoracique est plus faible que celle à l'étage lombaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir cette perte de résistance vraiment assez évidente au niveau lombaire. On ne l'a pas, il n'y a pas la même sensation au niveau thoracique. Donc, j'aurais tendance à dire que si jamais vous avez une perte de résistance, que vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit et que le cathéter monte facilement, donc vous êtes dans l'espace péridural, donc ça c'est réglé. Si jamais vous avez un doute et que l'aiguille est déjà assez enfoncée dans l'espace, qu'on est presque à la garde, à ce moment-là, c'est vrai que c'est un peu angoissant d'aller continuer à pousser l'aiguille. Vous pouvez mettre un peu de liquide dans l'embase de l'aiguille et tenir à retirer la seringue, laisser une petite goutte pendante et demander au patient de respirer tout doucement et puis avancer l'aiguille tout doucement. Et puis, effectivement, à un moment, quand on est dans l'espace péridural, il y a la goutte qui est aspirée. C'est assez impressionnant, mais bon, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est beaucoup de théorie et un peu de pratique, effectivement, mais ça, voilà, vous pouvez faire les deux. Et puis, dose test APD. Oui, oui, bien sûr, on fait la dose test comme on fait pour la péri lombaire. On fait de l'axilloadré ou 1 ou 2%. Donc, et vous mettez un volume et puis vous voyez un peu ce qui se passe, surtout sur le plan tensionnel, hémodynamique, et puis l'intérêt de l'adrénaline pour voir si on n'est pas en intravasculaire. Donc on pose la péri, on fait un test, une dose test avec de l'axilloadré. S'il ne se passe rien, effectivement, on fait l'anesthésie générale, on endort le patient et on peut utiliser la péridurale en péropératoire si l'hémodynamique est stable. Voilà. Merci beaucoup, Yacine. Merci à vous. Nous, on reprend à 14h. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Merci, bon appétit à tout le monde. Merci, au revoir. Yacine, au revoir. Au revoir.